En France, l'espérance de vie des femmes atteint aujourd'hui environ 85 ans. Quand on entend ça, on a tout de suite cette image très réconfortante d'une ligne droite ascendante, tu vois. Ouais, le triomphe absolu de la médecine moderne, en gros. C'est ça. On se dit qu'on répare les corps comme on change les pièces d'une voiture et que mathématiquement, on gagne la bataille contre le temps. Sauf que, il y a un chiffre beaucoup plus sombre, un chiffre qu'on met très rarement en une des journaux. À partir de 67 ans environ, cette vie se transforme très souvent en survie. C'est le grand paradoxe de notre époque, en fait. On confond totalement la longévité et la vitalité. Le chiffre dont il est question là, c'est l'espérance de vie sans incapacité, les VSI. Et elle stagne dramatiquement, c'est bien ça? Ah bah complètement. Elle stagne autour de 65-67 ans. Ce qui veut dire concrètement qu'en moyenne, un être humain passe près de 20 ans, soit un quart de son existence, malade, médicalisé ou en situation de handicap. Fin temps. C'est effrayant quand on le dit comme ça. C'est énorme. La médecine d'urgence et la chirurgie sont devenues miraculeuses pour nous maintenir en vie, ça c'est sûr, mais elles sont complètement démunies face au tsunami des maladies chroniques. Et il faut savoir que ça représente aujourd'hui 88% des décès en France. Ok, décortiquons tout ça. C'est exactement l'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va analyser les mécanismes de cette épidémie silencieuse à travers les recherches du livre Reprends le pouvoir sur ta santé de Loïc Ternisier. Un livre vraiment fascinant d'ailleurs. Oui, très sourcé. Et la mission, c'est de faire le tri dans le chaos de l'information moderne. L'idée, c'est pas de faire le procès de la médecine, mais de comprendre pourquoi on a délégué notre santé à un système qui gère les symptômes avec des pilules au lieu de s'attaquer aux causes profondes. C'est l'histoire de l'hygiène de vie, quoi. Exactement. On l'a bien vu avec les gros scandales historiques, le Mediator prescrit comme un banal coupe-faim, les opioïdes pour masquer la douleur au lieu de la traiter, ou le Vioxx. En fait, on cherche la solution magique sans jamais changer le terrain. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la solution n'est ni coûteuse, ni complexe, elle exige simplement un retour au bon sens. Quand on observe ce qu'on appelle les zones bleues, ces régions du monde comme Okinawa au Japon ou la Sardaigne, Là où il y a une concentration énorme de centenaires en pleine forme. voilà, c'est ça. Eh bien, on découvre une réalité biologique assez implacable. On pourrait croire qu'ils ont un gène secret, tu vois, une génétique parfaite. Mais la génétique n'explique que 20 à 30% de cette extrême longévité. Seulement 20 à 30%. Ouais. Tout le reste, donc les 70 à 80% restants, dépend entièrement de nos choix quotidiens. C'est l'épigénétique. Ça passe par le mouvement naturel, une alimentation brute, la gestion du stress. C'est vraiment l'addition de micro-choix. D'accord, alors posons les bases de ces fameux micro-choix. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a une analogie dans les sources qui change complètement la perspective. Imaginons un aquarium. Ouais, la métaphore du poisson. C'est ça, si le poisson qui vit dedans tombe malade, nage de travers ou perd ses écailles, la première chose qu'un expert va faire, c'est pas de sortir une seringue et d'injecter des médicaments au poisson. Il va tester l'eau, il va la changer, il va nettoyer le filtraire. La maladie du poisson, c'est juste un symptôme d'un environnement toxique. Pourquoi est-ce qu'on agirait différemment avec le corps humain? C'est une excellente métaphore, parce que nous sommes littéralement cet aquarium. Si on commence par l'eau, d'un point de vue purement physiologique, un adulte est composé à environ 70% d'eau en volume. Ce qui est déjà énorme. C'est énorme. Mais si on regarde ça à l'échelle moléculaire, c'est encore plus vertigineux. Les travaux du professeur Marc-Henry montrent que l'eau représente en fait 99% des molécules de notre corps en nombre total. 99%. Donc on est littéralement un réseau d'eau ambulant, quoi. Exactement. Nous sommes un immense réseau de molécules d'eau qui communiquent entre elles. L'eau ne fait pas juste éteindre notre soif. Elle transporte les nutriments, elle nettoie les déchets cellulaires et elle assure toutes nos réactions biochimiques. Sauf que le problème, c'est que l'eau de notre aquarium à nous, elle est frelatée. On se dit souvent que l'eau du robinet est hyper contrôlée, qu'elle est sans danger, mais les analyses récentes montrent un cocktail invisible assez inquiétant. On y trouve des nitrates qui viennent des engrais, des métaux lourds, des résidus de médicaments et bien sûr les PFS. Ah oui, les fameux polluants éternels. Voilà, on en retrouve partout maintenant. Et c'est là qu'intervient un concept fondamental, c'est l'effet cocktail. D'habitude, les agences de santé testent la toxicité d'une molécule A toute seule, puis d'une molécule B toute seule. Elles fixent des seuils de sécurité pour chacune. Sauf que dans la vraie vie, on ne boit pas les molécules une par une.
Absolument pas. Dans notre verre d'eau, toutes ces molécules sont mélangées. Et la recherche montre que quand on combine certains polluants, même à des doses considérées comme sûres, individuellement, leurs interactions démultiplient leur toxicité. Ce cocktail agit comme un gros perturbateur endocrinien. Ça pirate notre système hormonal en gros. Du coup, en entendant ça, on pourrait se dire que la solution de facilité, c'est de passer à l'eau en bouteille. On paye plus cher, mais au moins on est à l'abri. C'est ce qu'on a longtemps cru. Ouais, sauf qu'une étude récente a vraiment fait l'effet d'une bombe. Elle a révélé qu'un seul litre d'eau en bouteille pouvait contenir en moyenne 240 000 particules de nanoplastiques. 240 000 particules pour un seul litre. Et ça, c'est sans compter les phtalates que le plastique lâche dans l'eau, surtout s'il y a eu de la chaleur pendant le transport. C'est pour ça que la filtration à domicile devient quasiment indispensable aujourd'hui. La méthode qui est considérée comme la plus performante sur le marché, c'est l'osmose inverse. C'est un système sous l'évier qui force l'eau à passer à travers une membrane avec des pores tellement minuscules que, en gros, il n'y a que la molécule H2O qui passe. Donc ça bloque tout le reste. Ouais, ça bloque les métaux lourds, les pesticides et même les microplastiques. Mais attends, j'ai une question là-dessus. Si l'osmose inverse bloque absolument tout, l'eau devient complètement morte à la sortie, non? Elle est déminéralisée. Et j'ai toujours entendu dire que boire de l'eau totalement pure sur le long terme, c'était dangereux parce que ça risquait de déminéraliser notre propre corps par un effet d'aspiration, tu sais, par osmose justement. C'est une très bonne remarque. Est-ce qu'une simple carafe filtrante, finalement, ce serait pas un meilleur compromis? Alors la carafe filtrante classique, c'est un peu un poncement sur une jambe de bois, pour être honnête. Son filtre à charbon actif est super pour capturer le chlore et donner un meilleur goût à l'eau, mais ça laisse passer la grande majorité des micropolluants et des polluants éternels. Par contre, ce que tu dis sur l'osmose inverse est tout à fait juste. Donc c'est dangereux si on la boit telle qu'elle. Boire une eau totalement vidée de ses minéraux, c'est néfaste, oui. C'est pour ça qu'il faut absolument la reminéraliser à la sortie du filtre. Le livre mentionne par exemple l'ajout de quelques gouttes de plasma de Quenton dans son verre. C'est de l'eau de mer purifiée qui contient tous les oligo-éléments dans des proportions qui sont très proches de notre propre plasma sanguin. Ok, je comprends bien le mécanisme de filtration. Par contre, il y a un autre concept dans ces recherches qui m'a laissé un peu perplexe. C'est cette histoire de dynamisation de l'eau. L'idée de la faire passer dans un vortexeur pour lui redonner sa structure naturelle. Je t'avoue que la première fois que j'ai lu ça, mon détecteur de pseudosciences s'est un peu affolé. Ouais, je comprends. C'est une réaction très saine de douter de ça. C'est quoi la logique biologique ou physique derrière un vortex sans? Pour comprendre, il faut s'éloigner un peu de la chimie pure et regarder la physique de l'eau. Dans la nature, l'eau d'un torrent, par exemple, elle coule jamais en ligne droite. Elle crée des tourbillons, des vortex sur les rochers. Et c'est ce mouvement qui maintient sa structure moléculaire en petits groupes, ce qu'on appelle des clusters. D'accord, donc l'eau s'organise en petits paquets? C'est ça. Mais l'eau de nos villes, elle stagne dans des tuyaux sous haute pression, souvent en angle droit. Du coup, ces molécules s'agglutinent en très gros amas complètement désorganisés. Les travaux sur les dynamiques des fluides, et notamment ceux de Masaru Emoto ou de Marc Henry, montrent que quand on recrée un vortex, on brise ces gros amas. Et pourquoi c'est important pour le corps d'avoir des petits amas? Parce que nos cellules absorbent l'eau à travers de minuscules canaux qu'on appelle les aquaporines. Plus les clusters d'eau sont petits et structurés, plus l'hydratation au niveau cellulaire serait efficace et rapide. Donc tu vois, c'est pas de la magie, c'est vraiment de la biophysique moléculaire. C'est fascinant quand c'est expliqué comme ça. L'eau doit pas juste être propre, elle doit être assimilable. Bon, alors si l'eau est le fluide de notre aquarium, l'air en est le filtre. Nos poumons, c'est pas juste deux petits sacs. Si on dépliait toutes nos alvéoles pulmonaires, on obtiendrait une surface d'échange équivalente à un terrain de tennis. 100 mètres carrés, oui. 100 mètres carrés de tissus ultra perméables qui sont exposés en permanence à l'environnement et sans la barrière d'acide agressif qu'on a dans l'estomac pour détruire les intrus. Et le plus grand danger pour ce terrain de tennis intérieur, il n'est pas dans la rue, à côté des pots d'échappement. Il est directement dans notre salon. Ouais, c'est le paradoxe de l'air intérieur. Complètement. L'air intérieur, là où l'on passe quand même 80 à 90% de notre temps, il est mesuré comme étant 5 à 15 fois plus pollué que l'air extérieur. 5 à 15 fois, c'est fou. Et la cause principale, ce sont les fameux COV, les composés organiques volatiles. Concrètement, c'est quoi l'ISO? C'est le formaldéhyde qui s'évapore lentement de la colle de nos meubles bronchites, c'est les peintures sur les murs, les sprays nettoyants qui sentent se disant le frais. Et les bougies. N'oublie pas les bougies. Ah oui, le pire. Les bougies parfumées ou les encens qu'on allume justement en pensant assainir l'air de la maison.
alors qu'en fait, ça libère une quantité astronomique de particules ultra fines qui filent directement dans notre sang à travers les poumons. C'est une catastrophe, ça. La première ligne de défense, elle est pourtant d'une simplicité enfantine. Il suffit d'ouvrir les fenêtres. Une aération très stratégique, genre 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, quand la pollution urbaine à l'extérieur est au plus bas. Ça permet un renouvellement d'air massif. C'est la base, oui. Mais pour les gens qui vivent dans des environnements très pollués en ville ou ceux qui souffrent d'allergies, l'utilisation de purificateurs d'air à ionisation est super intéressante. Alors attends, un ioniseur, si j'ai bien compris, ça diffuse des ions négatifs qui vont s'accrocher aux particules fines de pollution qui, elles, sont chargées positivement dans l'air. C'est exactement ça. Ça les alourdit et ça les fait tomber par terre. Mais du coup, ça ne fait que déplacer le problème de l'air vers le plancher, non? Ça veut dire qu'il faut passer l'aspirateur 2 fois plus souvent. Eh bien mis, c'est la limite du système si on ne comprend pas la mécanique derrière. Le ioniseur, il nettoie l'air, mais il salit le sol. C'est pour ça qu'il doit impérativement être couplé à un ménage régulier avec un aspirateur équipé d'un filtre EPA. Un filtre très fin pour pas recracher la poussière, hein. Exactement. Sinon, au moindre courant d'air, quand tu marches, les particules remontent. L'idée de l'ioniseur, c'est vraiment de forcer la poussière toxique à se déposer sur le sol là où on peut la capturer physiquement, plutôt que de la laisser flotter à hauteur de notre nez et de nos poumons. Bon, alors on a nettoyé l'eau et l'air de notre aquarium, mais pour que la machine humaine fonctionne et se répare, il lui faut des matériaux de construction, le carburant. Et c'est là qu'intervient l'alimentation. Là encore, en lisant les données, c'est super alarmant. Il y a un chiffre qui m'a scotché. Il faudrait manger aujourd'hui plusieurs légumes pour obtenir les nutriments qu'un seul de ces légumes contenait il y a un siècle. Ouais, on parle d'un effondrement nutritionnel de près de 50% sur certaines vitamines. Mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, une carotte, ça reste une carotte, non? Visuellement, oui, c'est la même. Mais biologiquement, pas du tout. L'agriculture intensive a complètement épuisé les sols. Les minéraux, ils viennent de la terre, tu vois. Et pour que la racine de la plante puisse les absorber, il faut tout un réseau complexe de champignons et de bactéries dans le sol pour prédigérer ces minéraux. Un genre de système digestif de la Terre. C'est ça. Sauf que les pesticides et les labours très profonds ont détruit cette vie microscopique. En plus de ça, on sélectionne aujourd'hui des variétés pour qu'elles poussent extrêmement vite et qu'elles résistent au transport. Donc la plante a même pas le temps de se gorger de nutriments. Exactement. Elle grandit tellement vite qu'elle n'a pas le temps de les absorber. C'est un simple effet de dilution. On mange plus en volume, mais au niveau cellulaire, on crie famine. Et pour masquer cette fadeur, parce que ça n'a plus de goût, l'industrie a créé un monstre. Les aliments ultra transformés. C'est la fameuse classification Nova 4. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Nova 1, c'est l'aliment brut. La pomme, le poulet. Nova 3, ça va être du pain de boulangerie ou une boîte de petits pois avec un peu de sel. Mais Nova 4, c'est une toute autre dimension. C'est ça. Ce ne sont plus des aliments modifiés, ce sont des formulations chimiques. On déconstruit l'aliment initial pour en tirer des huiles et des amidons, très bon marché, et on recombine le tout avec des émulsifiants et des arômes de synthèse pour recréer une illusion de nourriture. Et si on relie ça à la situation globale, le but de cette ingénierie, c'est pas de nous nourrir, c'est de contourner nos signaux biologiques de satiété. L'analyse met en avant les travaux du docteur Robert Lustig là-dessus. Qui sont très connus sur le sucre. Oui, il montre de manière implacable comment le sucre ajouté active les mêmes circuits neuronaux, le même système de récompense dopaminergique que des drogues dures comme la cocaïne. On devient chimiquement accro en fait. Complètement accro. Le résultat, c'est une baisse énorme de notre consommation de protéines essentielles au profit des glucides raffinés. Et notre foie se retrouve complètement noyé sous un afflux de fructose et de glucose qu'il est incapable de traiter. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, ou pour faire simple, la maladie du foie gras humain. Le foie, il est incapable de gérer tout ce sucre d'un coup, donc il le convertit et il le stocke sous forme de graisse directement autour de nos organes. C'est vraiment la base de l'inflammation de tout le corps. Ouais, l'inflammation systémique. Et il y a un autre truc fascinant lié à cette nourriture industrielle, c'est la perte de la mastication. Ces produits Nova 4, ils sont conçus en laboratoire pour fondre dans la bouche. Du coup, on les avale tout ronds. Or, nos dents ne sont pas juste un outil mécanique pour couper. C'est le déclencheur de tout notre système digestif. Absolument. Mâcher longuement un aliment brut, ça envoie un signal immédiat au cerveau qui déclenche la production d'enzymes dans notre salive.
comme l'amylase, et ça commence déjà à décomposer les sucres directement dans la bouche. Ça prémâche le travail de l'estomac. C'est ça. Mais surtout, le fait de broyer la matrice de l'aliment soi-même avec ses dents, ça ralentit considérablement l'absorption des nutriments dans l'intestin ensuite. Ça vient lisser la courbe de glycémie après le repas. Mâcher, c'est littéralement protéger son pancréas contre les pics d'insuline. C'est un geste tout simple mais crucial. Et en plus, ça stimule le nerf vague, ce qui active le système nerveux parasympathique, celui du calme et de la bonne digestion. C'est fou! Mais bon, il y a quand même une réalité économique derrière tout ça. Si je veux éviter ces pesticides et ces aliments industriels, je dois manger brut et bio. Les analyses qu'on a regardées montrent que 98% des raisins non bio contiennent des résidus de pesticides. Donc le bio permet de baisser drastiquement cette toxicité. Ouais, sans aucun doute. Mais le bio coûte cher. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nos courses hebdomadaires? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que la santé est devenue un luxe accessible seulement à une élite? C'est un vrai défi sociétal, c'est clair. Mais l'approche proposée dans le livre, c'est pas de viser une pureté absolue qui va te ruiner. La règle numéro 1, avant même de penser au label bio, c'est d'éliminer les étiquettes complexes. Revenir à l'aliment basique. Exactement. Des lentilles sèches, des œufs, des légumes de saison achetés localement, même conventionnels, ça coûtera toujours beaucoup moins cher au kilo que des plats préparés Nova 4 ou des boîtes de céréales ultra marketées. C'est un transfert de budget en fait. C'est pas faux. Ensuite, même avec une alimentation brute parfaite, l'appauvrissement des sols dont on parlait tout à l'heure rend certaines carences presque inévitables, ce qui nécessite parfois une supplémentation très stratégique. Le magnésium en est l'exemple parfait. C'est le minéral de l'apaisement par excellence. Il est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre corps. Les statistiques estiment que plus de 75% de la population est en déficit. C'est énorme, 3/4 des gens. Et il y a d'ailleurs cette histoire très marquante dans les sources, celle d'Amandine. C'est une femme de 42 ans qui souffre d'un épuisement total. Elle a des palpitations, une anxiété sévère. Son médecin ne trouve rien de physique et lui prescrivent des anxiolytiques. Et pourquoi? Parce que sa prise de sang classique disait que son taux de magnésium était parfaitement normal. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre la biologie. Les prises de sang classiques mesurent la magnésémie, c'est-à-dire le magnésium qui circule dans le sang. Or, 99% du magnésium se trouve à l'intérieur de nos cellules, genre dans nos os et nos muscles. Donc le sang, c'est qu'une infime partie? Seulement 1% du total. Si le niveau baisse dans le sang, pour le corps, c'est une urgence vitale, à cause du rythme cardiaque. Donc le corps va immédiatement puiser dans les réserves cellulaires pour maintenir l'illusion que le taux sanguin est bon. Ah, donc le sang triche un peu sur les résultats. C'est ça. Ouais. Donc la prise de sang est parfaite, mais à l'intérieur, les cellules d'Amandine, elles étaient totalement à sec. Le système nerveux s'emballe complètement. Et dans son cas, une supplémentation intelligente en magnésium, bien assimilable, a suffi à dissiper toute son anxiété. Ça prouve à quel point on traite souvent les conséquences psychiatriques de causes qui sont purement métaboliques. C'est dingue. Bon, on a vu l'eau, l'air et le carburant de notre machine humaine, mais que se passe-t-il si la machine elle-même reste garée au garage en permanence? À la fameuse sédentarité. Voilà, les chiffres donnent des sueurs froides. 95% des adultes n'ont pas une activité physique suffisante. Et on a tous en tête cette idée super rassurante, je passe 8 heures par jour affalée devant mon ordinateur, mais c'est pas grave, je vais courir 45 minutes ce soir ou je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. C'est l'illusion du sportif sédentaire. Et la physiologie détruit ce mythe sans appel. Cela soulève une question importante sur notre mode de vie. Attendez, donc se tuer à la salle de sport après avoir passé 10 heures figé devant un écran, c'est inutile. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un pistolet à eau. C'est une super image. Quand on est assis de manière prolongée, l'activité électrique dans les gros muscles de nos jambes s'éteint complètement. Il y a une enzyme cruciale, la lipoprotéine lipase, qui aide normalement à capter les graisses dans le sang pour les brûler, qui voit son activité chuter brutalement en quelques heures d'assise. Donc le métabolisme se met en pause, quoi. Voilà, le sang stagne dans les jambes, les parois des vaisseaux perdent leur élasticité et nos cellules deviennent sourdes à l'insuline. Et faire du sport de façon ponctuelle, même intensément, ça ne suffit pas à nettoyer ce désastre métabolique qu'on a cumulé toute la journée. Ben non, car les dommages de l'inactivité ininterrompue créent une rigidité artérielle que l'exercice court ne peut pas compenser totalement. Les études montrent que rester assis de manière chronique augmente les risques cardiovasculaires de 147%. 147. Et ça favorise même la dépression. L'objectif, c'est pas de devenir un athlète olympique, mais c'est d'augmenter son NEAT. Le NEAT,
C'est la thermogénèse liée aux activités non sportives, c'est ça? Exactement. C'est l'énergie qu'on dépense pour tout ce qui n'est pas du sport ciblé. C'est rigolo parce que ça me rappelle cette anecdote dans le livre où l'auteur parle de l'époque où sa grand-mère, Mamé, allait faire ses courses tous les jours avec son vélo et son petit panier en osier. Elle se disait pas «je vais faire ma séance de sport», elle bougeait juste naturellement. C'est le parfait exemple. Aujourd'hui, on a des voitures, des ascenseurs, des robots aspirateurs qui font tout à notre place. Le but, c'est vraiment de réintégrer l'inconfort physique bénéfique dans notre quotidien. Se lever toutes les 45 minutes, téléphoner en marchant, s'accroupir profondément pour ramasser un objet au lieu de se pencher, briser cette immobilité constante. C'est fou comme on a optimisé notre environnement pour le confort absolu, mais au détriment de notre propre biologie. Et la victime ultime de cette course à l'optimisation moderne, c'est le sommeil. On l'a transformé en simple variable d'ajustement. Ouais, on dort quand on a le temps, quoi. C'est ça? En un siècle, l'humanité s'est amputée d'1 heure et demie de sommeil par nuit en moyenne. Une personne sur 5 souffre d'insomnie chronique. On pense qu'on gagne du temps, qu'on est super productif en dormant peu pour bosser plus. Sauf qu'on hypothèque gravement sa santé mentale et physique. Le sommeil, c'est pas juste un interrupteur qu'on éteint pour économiser la batterie. C'est le grand moment de nettoyage du cerveau et de réinitialisation hormonale. Et le manque de sommeil a un impact super direct sur la balance et c'est fascinant à comprendre comment ça marche. Comment ça sur le poids? Quand on dort peu, l'hormone de la satiété, la leptine, elle s'effondre. Et à l'inverse, l'hormone de la faim, la gréline, elle explose. Le corps qui est fatigué cherche de l'énergie rapide, donc le cerveau envoie des signaux impérieux vers le sucre et le gras. Ah, donc ce n'est pas juste un manque de volonté si on craque sur un paquet de gâteaux à 16 heures après une très mauvaise nuit. C'est de la pure survie biochimique commandée par le cerveau. Niveau abdominal, c'est un cercle vicieux parfait. Gérer son sommeil, c'est donc gérer son poids, sa résistance au stress et son immunité globale. C'est le pilier de base, oui. Quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, l'immense leçon ici, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans un protocole militaire intenable, vivre dans une grotte et ne manger que des graines. Reprendre le pouvoir sur sa biologie, c'est d'abord une prise de conscience féroce de ce qu'on laisse entrer dans notre aquarium. C'est exactement ça le message. Filtrer son eau, aérer son logement de manière stratégique tous les jours, bannir ces faux aliments, ces Nova 4 qui piratent notre cerveau, casser l'immobilité sur notre lieu de travail et sanctuariser nos heures de sommeil. C'est l'accumulation de tous ces petits choix banals qui forgent un bouclier contre l'épidémie silencieuse des maladies chroniques. Tout repose sur la constance, tu vois, pas sur l'intensité. Notre corps possède une capacité de régénération et de guérison absolument spectaculaire, mais à la condition unique qu'on arrête de l'entraver en permanence avec un environnement pour lequel il n'a jamais été programmé au cours de l'évolution. Et ça m'amène à une dernière réflexion pour boucler la boucle de notre paradoxe du tout début. On se réjouit de notre espérance de vie qui s'allonge tout en gérant une explosion ingérable des maladies de civilisation. Si notre génétique humaine exige depuis des centaines de milliers d'années un mouvement constant, un air pur, des nutriments bruts et un repos profond, mais que la modernité nous impose la position assise prolongée, une pollution quotidienne invisible et une nourriture industriellement conçue pour être addictive, la maladie chronique est-elle vraiment un bug ou un échec de la médecine? C'est une très bonne façon de voir les choses. Ou bien est-ce tout simplement la meilleure adaptation possible, la réponse de survie la plus logique de notre corps face à un environnement qui est devenu fondamentalement hostile pour lui? Comment, à l'échelle de chacun, peut-on repenser son propre lieu de vie et ses routines pour que faire le choix de la santé redevienne très naturellement le chemin de la moindre résistance? C'est une question capitale à garder en tête jusqu'à notre prochaine exploration.